Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est là pendant 1 heure pour parler de football européen, le grand retour des clubs après cette trêve internationale. On est là pendant 1 heure avec le hashtag CD5. N'hésitez pas à réagir sur YouTube, sur Facebook, à toutes nos vidéos pour nous donner votre avis sur le foot. Nous, on est là pour vous donner le nôtre pendant 1 heure. Continuez à commenter, à liker, à partager toutes nos publications. On vous remercie de nous suivre toujours plus chaque jour. Et nous, on va essayer de vous faire une émission de qualité avec mes 3 acolytes du soir. Je vais commencer avec celui qui est en chemise blanche, telle la pureté, Walid Acherchour. Comment ça va, Romain? Ça va et toi? Un peu usé, parce qu'ils sont en train de m'essorer là, le Club des 5. Ouais, ça fait beaucoup, mais t'étais de repos hier, non? T'étais pas de repos, toi? Non, mais grosse préparation un peu à la Bielsa. J'ai peur qu'en deuxième partie de saison, je sois pas. Tu sois pas d'équerre. Je pense pas, non. Moi, j'étais en week-end, là, j'étais bien. Là, mercredi, jeudi, j'étais en week-end, j'étais très bien. C'est bien, voilà. T'as de la chance. À côté de toi, le retour d'un titulaire qui est maintenant récurrent, hein, Loïc Ebache. Salut Loïc. Salut Romain. Ça va? Ça fait plaisir de retrouver les clubs après cette trêve internationale. On s'est fait chier pendant la trêve internationale, il faut le dire quand même. Non, ouais, à part l'Italie. On n'ose pas trop le dire, mais bon. Et en face, un petit nouveau, c'est sa première dans le Club des 5, on est très heureux de l'avoir parmi nous. Flavien Boris, salut Flavien. Salut. Ça va? Ouais, je suis très content d'être là, merci de m'accueillir. Très bien. Au programme aujourd'hui, le débrief de la Ligue 1, les deux premiers matchs de cette journée de Ligue 1, Amiens-Monaco qui vient de se terminer et Lille-Saint-Etienne un peu plus tôt dans l'après-midi. On va aussi parler de Bundesliga avec le Borussia Dortmund qui s'incline à Stuttgart. On va essayer de parler un peu des hommes de Peter Bosz. Et puis enfin, on va faire un focus sur le gros week-end qu'on a en Serie A. 3 chocs, peut-être 4 même si on compte Inter-Atalanta, mais on va moins parler d'Inter-Atalanta. Dans les 7 premiers, c'est facile, 6 s'affrontent ce week-end. Donc on va parler de tout ça dans cette émission ce soir. On va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1 avec le match qui vient de se terminer entre Amiens et Monaco. Un partout entre ces deux clubs. C'est d'abord Serge Gatpé qui a ouvert le score à la 31e sur une passe de Gaël Kakuta. C'est Jovetic qui a finalement égalisé à la 67e. Flavien, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi ? Une première mi-temps moyenne. Amiens en a profité. J'ai bien aimé Kakuta, qui a pris les rênes du jeu à son compte, qui a pas mal décroché, qui a joué comme un vrai meneur de jeu. J'ai été déçu de l'entame de match de Monaco, qui était assez frileux, qui mettait pas d'impact. C'est pas le Monaco sérieux que j'aime voir. Voilà. Donc du coup, ils ont été surpris. Après, évidemment, la qualité technique, la différence de niveau a fait que ils ont réussi à revenir grâce notamment à un bon travail de Fabinho et une bonne rentrée de Jovetic. Loïc, c'était pas le Monaco qu'on voit d'habitude, c'était pas un Monaco séduisant ce soir. Non, j'attendais beaucoup de la paire au milieu de la paire Tielemans-Fabinho. J'ai été déçu par ce milieu-là, il y a eu du mal à mettre leur jeu en place. En face, Amiens était très solidaire, beaucoup de solidarité, beaucoup d'efforts faits les uns pour les autres. C'est ce qui a permis un petit peu de gêner Monaco. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir à regarder ce match. Walid, toi, t'en as pensé quoi? T'as pris du plaisir aussi à regarder ce match? J'ai pas pris autant de plaisir que Loïc, mais ouais, c'était assez intéressant à suivre, surtout le début de seconde période où on a vu une équipe de Monaco revenir avec beaucoup plus d'intensité. Jardim a rectifié le tir en faisant des changements et en ajustant son 11, notamment avec la rentrée de Jovetic, de Rachid Ghezal qui a essayé d'apporter quand même sur le front de l'attaque, même si c'était un peu brouillon vers la fin. Mais moi j'étais surpris par rapport aux 11 alignés, notamment par rapport à ce que Monaco nous avait montré contre Guingamp et le 6-0 juste avant la trêve. Ils restaient quand même sur une belle dynamique. Ils avaient gagné à Bordeaux, ils avaient fait un bon nul à Beşiktaş et je trouve qu'il avait trouvé son système. Ce 4-3-3, Loïc parlait de Tielemans, Fabinho, je les ai trouvés, c'est vrai, moins bons, mais parce que Moutinho n'était pas là.
Et je trouve que le système cette année de Monaco, je l'ai répété ici notamment dans le club des 5, c'est que ils ont plus les joueurs pour jouer en 4-4-2. Bernardo Silva est parti, Thomas Lemar est blessé, et même Thomas Lemar seul, c'est compliqué pour lui de se décharger du jeu. Donc moi j'ai été surpris par le système et surtout par le choix des hommes. Alors justement, on va voir la composition qu'a aligné Leonardo Jardim. C'est un 4-4-2 plutôt classique, voilà, l'ancien 4-4-2 de l'AS Monaco, avec Radji titulaire arrière droit. On a parlé de Fabinho Tielemans. Un duo d'attaque un peu inédit parce que l'un est souvent remplaçant, Carrillo avec Falcao qui était de retour. Et ce qui a changé, donc c'est l'entrée, tu l'as dit, de Rachid Ghezal qui a remplacé Ronny Lopez dès la mi-temps. Cette équipe de Monaco, Flavien, toi aussi, tu penses que le 4-4-2 n'est peut-être plus le système de jeu qui peut lui correspondre cette année ? Je pense que Walid a en partie raison. Maintenant, pour moi, en tout cas, sur le papier, Ronny Lopez a le potentiel de remplacer Bernardo Silva. Après, c'est vrai que cette année, Thomas Lemar, il est freiné par les blessures, mais moi, je ne retrouve pas le Thomas Lemar de la saison dernière. Mais pour moi, en tout cas, je pense que Monaco peut jouer encore en 4-4-2 à plat. Ils ont aussi les hommes pour jouer en 4-3-3. Mais là, quand je vois la composition d'équipe, c'est vrai que sur le papier, l'attaque Carrillo-Falcao, je la trouve pas très complémentaire. Non, mais c'est vrai, parce que après, quand tu parles de Ronny Lopez, il a fait un gros match cette saison, c'est contre Marseille à la maison. À Louis II, où il avait été très très entreprenant. On s'est dit qu'il pouvait avoir le niveau à terme de Bernardo Silva et le remplacer numériquement, mais depuis c'est une grande déception. Et encore une fois, la première mi-temps qu'il fait, ses choix sont mauvais, il est jamais dans le bon tempo. Et pourquoi moi je pense que le 4-3-3 est la solution? Parce qu'encore une fois, les qualités de Keita sont des qualités de contre-attaquant avec beaucoup d'espace. On l'a vu encore en deuxième mi-temps, il a du mal à faire le jeu, à essayer de combiner. Et quand on voit Carrillo Falcao, c'est deux joueurs de surface. Il n'y en a aucun qui vient décrocher, un peu comme ce que faisait Mbappé. Et c'est ce qu'a fait Jovetic en rentrant. Ou Valère Germain l'an dernier. Et c'est vrai que Jovetic, et il l'avait fait aussi contre Lille, où il gagne 4-0. Avec cette association Falcao-Jovetic, ça avait marché. Bon, on sait que Jovetic s'est un peu blessé et qu'il souffre d'une irrégularité. Mais j'ai le sentiment, en voyant ce 11-là, qu'il préserve quelques joueurs pour Leipzig. Alors, est-ce que c'est un bon choix? Parce que tu perds quand même 2 points ce soir. Même Radji, on parle de Almami Touré qui avait mis 3 passes décisives contre Guingamp et qui avait apporté énormément sur le front de l'attaque. Pour moi, le premier but, il est pour Radji qui sort trop vite, qui sort trop vite au pressing, alors que le mec avance à 2 à l'heure et qu'il a Gakpé derrière et il le paye cash direct. Donc je trouve qu'en termes de, encore une fois, les 2 points, Jardim peut s'en mordre les doigts. Alors c'est un de nos focus justement. Est-ce que Monaco avait déjà la tête à la Ligue des Champions et ce match à domicile contre Leipzig, ça sera mardi. Au classement, Monaco est à 3 points du Paris Saint-Germain avec un match de plus et à 4 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais avec aussi un match de plus, donc le risque de voir l'Olympique Lyonnais les rejoindre. Pour toi, Loïc, ils avaient clairement la tête à la Ligue des Champions? Il y a une chose à dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'urgence en Ligue des Champions qu'en championnat. En championnat, ils sont plutôt bien placés, même si, voilà, comme tu le dis, Lyon peut revenir sur eux. En Ligue des Champions, ils sont obligés, c'est l'urgence. Ils ont une obligation de résultat. Et je me dis que peut-être, justement, on s'attendait, Monaco s'attend plus, Monaco met plus d'importance sur le match de Ligue des Champions. Puis, en se disant aussi qu'ils affrontaient Amiens, sans sous-estimer Amiens, mais voilà, en se disant que c'était Amiens qu'ils allaient affronter ce soir, peut-être qu'on a mis la motivation un petit peu de côté pour la Ligue des Champions la semaine prochaine. Flavien, pour toi, ils avaient la tête à la LDC? Pour moi, s'ils ont la tête à la Ligue des Champions, je pense que c'est une erreur. Après, je suis peut-être un peu trop exigeant, mais pour moi, quand tu es un club du standing, du moins du Monaco actuel, tu dois être à 100% tout le temps. Après, et je pense que l'excuse de la tête à la Ligue des Champions, elle me paraît un peu énorme, ouais. Après, avec cette équipe-là, Monaco doit quand même gagner contre Amiens. Oui, mais le truc, c'est que lorsque je vois, par exemple, qu'il y a Falcao titulaire, Fabinho Tielemans titulaire, Jamerson, Glick, Jorge titulaire, Keita titulaire, j'ai pas l'impression que c'est une équipe bis. C'est quand même une équipe au contraire, Flavien, l'équipe qui avait mis une rouste à Guingamp était beaucoup plus bis que celle d'aujourd'hui, où il avait vraiment fait des changements. Il avait mis Traoré au milieu de terrain. Il y avait vraiment un vrai turnover. Là, encore une fois, on parle de... Je suis d'accord avec Loïc. Peut-être qu'il s'est préservé par rapport à l'échéance Ligue des Champions, mais encore une fois, dans quel objectif? Jouer l'Europa League?
On sait très bien que sincèrement, avec la victoire de Porto, les chances de Monaco qualification sont réduites. sont très très minimes. Mais encore une fois, c'est dû à l'intensité. Non, mais l'Europa League peut être importante cette année pour Monaco aussi. Bien sûr, mais quand tu parles de sous-estimer l'adversaire, on l'a vu en première mi-temps, et notamment les 20 premières minutes, où l'intensité était proche du néant. On parle de Falcao revient de blessure, mais faut le dire, il a fait un début de saison extraordinaire, mais ce soir, il passe complètement à côté de son match, que ce soit dans les remises, dans l'utilisation du ballon, dans sa prise de décision, dans sa vitesse d'exécution. On n'a pas retrouvé le Falcao du début de saison. Après, encore une fois, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Walid, par rapport à l'absence de Moutinho, qui a une réelle importance. Pour lui, c'est le véritable stabilisateur du milieu de terrain. Il faut se poser la question aussi du rendement des autres joueurs par rapport à Moutinho. Est-ce que les autres joueurs, tu parles de Falcao par exemple maintenant, est-ce que Falcao était moins bon parce que Moutinho a été absent? Moutinho s'est rendu plus indispensable en deuxième partie de saison l'année dernière. Il est revenu à un vrai niveau. Voilà, le rôle de Moutinho, je pense qu'il n'est pas sous-estimé dans cette équipe de Monaco, et je voulais insister sur le rôle qu'a Moutinho dans cette équipe. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Moutinho. C'est plus que le leader technique du milieu de terrain. Parce qu'encore une fois, Moutinho, c'est un joueur sous-coté parce que il fait pas d'énormes différences, il a une qualité sur les coups de pied arrêtés, mais encore une fois, je trouve qu'il rend meilleur les autres. Et on l'a vu contre Beşiktaş, Fabinho et Tielemans notamment sur la première mi-temps dans le temps fort monégasque, on les a vus libérés d'un poids parce qu'encore une fois dans ce milieu à 3 il y a des caractéristiques différentes. On a un Fabinho qui est le stabilisateur en sorte de sentinelle et qui anticipe énormément. On a Tielemans qui peut se projeter très vite vers l'avant et qui a un peu le rôle box to box, et Moutinho qui a cette touche technique pour compenser notamment les temps faibles, pour jouer vite vers l'avant, etc. Et je pense que là on l'a moins, surtout quand on a un Ronny Lopez qui est transparent et un Keita qui ne joue pas dans son registre. Ça se fait ressentir. Un petit mot sur Amiens avant de passer au match entre Lille et Saint-Etienne. Amiens, c'est une équipe qu'on avait vue en début de saison qui n'était pas brillante, notamment on pense au match, la première journée au Parc des Princes, c'était en difficulté. Avec ce match nul, Amiens sort de la zone de relégation. Est-ce qu'ils avaient réintégré avec la victoire de Lille? Est-ce que vous pensez qu'Amiens peut se sauver en quelques mots, Fabien? Écoutez, je suis pas devant. Je demande pas que tu sois la Madame Irma, mais non, de toute façon, ils ont. Ce qu'ils proposent, en tout cas, aujourd'hui, les qualités de solidarité dont ils ont fait preuve me plaît. J'ai vu des joueurs comme Kakuta, on en parlait tout à l'heure, qui sont muets en leader, qui ne sont pas cachés. Après, j'espère qu'il n'a pas brillé parce qu'il était face à une grosse équipe. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Et il y a un milieu de terrain, moi, Zungu, que j'ai particulièrement apprécié, qui avait de la présence physique, qui était capable de relancer proprement, d'écarter, qui dégageait une certaine sérénité. Il a remplacé numériquement Dombele, qui est parti à Lyon. Et c'est vrai qu'il est dans le même registre et il a été très très intéressant ce soir. Mais encore une fois, je pense que Amiens a les qualités pour se sauver, parce que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de match. Ils avaient gagné contre Nice, rappelez-vous, 3-0. Ils ont battu Bordeaux quand même. Souvent preuve de force mentale comme ça. Après voilà, on sait très bien que le maintien se joue dans les confrontations directes, notamment sur les concurrents. Après des points contre des prétendants. Bien sûr, c'est du bonus. Et encore une fois, ce soir, ils ont, même si ils peuvent nourrir des regrets, parce que sur la deuxième période, ils ont quand même des situations assez chaudes, et ils pouvaient enfoncer le clou. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est joueuse, qui va vite vers l'avant, qui profite des qualités de vitesse et athlétique, notamment de Konaté, Gakpé et Kakuta. C'est vrai que mention spéciale pour Kakuta, qui depuis le début de saison fait un très bon retour en Ligue 1. montre que c'est une recrue intelligente pour les Amiénois. Donc oui, à suivre, et je pense qu'ils vont, en tout cas ils ont les armes pour au moins être barragistes. Loïc, pareil. Après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi en Ligue 1. Qu'en quelques matchs, on peut sortir rapidement de la zone de relégation. On en a la preuve ce soir. Donc forcément, oui, ils ont les capacités de s'en sortir, dans la mesure où il y a beaucoup d'équipes qui sont dans cette lutte pour le maintien. Voilà, ils ont l'état d'esprit. Moi, il me faut un petit peu penser à Angers, quand la première année, l'année où ils montent, Angers, c'était un petit peu ce profil-là d'équipe qui ne lâche rien, avec beaucoup de qualité mentale. Voilà, ça me rappelle un petit peu cette équipe-là. J'ai aimé aussi, puisqu'on parle de joueurs, j'ai aimé l'entrée de Manzala, c'est ça, d'Harrison Manzala à la place de Gakpé. Bon, Gakpé qui a marqué, mais Manzala en fin de match a créé pas mal de danger. Le danger est souvent venu du côté gauche pour Amiens. Donc voilà, petite mention à ce joueur qui a inquiété Monaco.
Un peu plus tôt, donc Lille l'a emporté contre Saint-Etienne, 3-1, des buts de Pépé, de Thiago Mendes, de Ezequiel Ponce dans les dernières minutes pour un penalty de Jonathan Bamba pour Saint-Etienne. Grâce à cette victoire, Lille sort de la zone de relégation. Lille qui a changé son système de jeu. J'aimerais qu'on voit peut-être la compo lilloise qui a été alignée par Marcelo Bielsa aujourd'hui. C'est un 4-2-3-1 qui change du 3-3-1 que nous habitue Marcelo Bielsa. Lille, c'est des bonnes ambitions de jeu et c'était peu de réalisme. 3-3-1, il te manque des joueurs là dans ta compo. 3-3-3-1. Ouais, il manque un 3. Mais bon, bref. Tu m'as compris. Lille, c'était des ambitions de jeu, mais pas beaucoup de réalisme. Aujourd'hui, ça a plutôt réussi, Flavien. Moi, je suis très content de la victoire lilloise. Elle est amplement méritée. C'est pas parfait, mais le football a été récompensé. Et puis moi, quand je vois une équipe avec des joueurs, bon, Balouli est sorti, mais Arrojo, voilà. Ça dépend si tu veux être vraiment hispanique ou pas. Ok, non mais Arrojo a fait une bonne rentrée, Mendes, Maya, ils ont fait preuve d'une bonne vision de jeu, une bonne qualité technique. Alors c'était pas parfait dans le sens où moi j'ai trouvé le milieu de terrain assez léger. J'ai trouvé plus en première mi-temps qu'en seconde mi-temps. J'ai trouvé la défense assez fébrile. On sent que l'équipe elle est pas capable de contrôler un match dans le sens où soit ça passe, soit ça casse. Ce soir, c'est passé. J'espère que Bielsa va pouvoir encore plus développer ce qu'il veut faire, qu'on va lui laisser du temps. Bon, je sais que dans le foot, il n'y a pas de temps, mais je pense qu'il le mérite parce que moi, ce que j'ai vu de Lille, ça m'a fait plaisir. J'ai vu une belle équipe, franchement. Loïc, pareil, toi aussi, tu as été séduit par le LOSC aujourd'hui. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, Flavien, on sent une équipe qui n'est pas capable de contrôler un match. Il faut aller doucement avec Lille. On parle d'une équipe quand même qui était quasiment complètement refondée à l'intersaison. Déjà, et puis même quand on part sur leur dynamique récente, on va pas leur demander de passer à gagner aucun match, puis à contrôler un match. Non, mais ils peuvent même pas mettre le pied sur le ballon. C'est ça que si, je veux dire. Si, moi j'ai vu certaines phases de ressortie de balle qui étaient très intéressantes, où j'ai vu de la sérénité chez les joueurs lillois. J'ai vu pas mal de qualités techniques, t'en parlais au milieu. Voilà, parfois ils arrivaient à sortir du pressing stéphanois. Quand il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup aussi, on parlera de Saint-Etienne après, je pense, c'était pas terrible. Mais voilà, ils ont su sortir parfois proprement du pressing stéphanois pour relancer. Ça a été plus intéressant en seconde période qu'en première. Donc voilà, moi j'ai été séduit par les intentions de jeu qu'a eu Lille. Et ce 4-2-3-1, c'est un petit peu le reproche qu'on faisait à Bielsa quand il était à Marseille. On lui reprochait souvent son 3-3-3-1. Et quand il repassait en 4-2-3-1, on le félicitait un petit peu. Voilà, on retrouve un petit peu ça ce soir. En tout cas, voilà, moi j'ai été séduit par Lille ce soir. Mais je comprends ce que veut dire un peu Flavien, surtout sur le manque de maîtrise. En deuxième mi-temps ou à 2-1, tu dois quand même mettre le pied sur le ballon, essayer de maîtriser ton sujet. Et on a vu qu'il y avait des situations chaudes, ça aurait pu faire 2-2, quoi. Ça aurait pu faire 2-2. Il y a Pajot qui rate un centre après, un pénalité qui me tue à la 86e. Et c'est ce qu'on reproche un peu à cette équipe. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les deux derniers matchs, que ce soit à Metz où ils ont gagné 3-0 et ce soir, on reprochait un manque d'efficacité à cette équipe, notamment offensivement. Et là, ils mettent 6 buts en 2 matchs. Donc j'espère que ça va leur faire du bien. Parce qu'encore une fois, on l'avait vu contre Marseille, dans l'utilisation du ballon, dans ce que veut faire cette équipe. Il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'engagement. Et ils ont très peu été récompensés dans leur période noire du début de saison. Donc je pense que, encore une fois, on le sait, et Loïc l'a dit il y a 2 minutes, la Ligue 1, ça va très vite. Si tu enchaînes une série de 3 ou 4 matchs, on l'a vu avec Nantes en début de saison, tu peux tout de suite remonter. Ils sont quoi? Il faut savoir ils sont à 12 points là pour l'instant. Ils sont à 12 points égalité avec Dijon et ils ont un match en retard à jouer à Amiens. Et ils sont donc provisoirement à 3 points de Saint-Etienne. Donc Saint-Etienne est 6e, donc ça va très très vite. Encore une fois, il ne faut pas les condamner. Je suis d'accord avec Flavien, laissons-lui du temps, même si je trouve que il y a des choix, notamment pour moi, je suis pas fan de Benzia, surtout dans cette position-là. Je trouve que dans la prise de décision, il a toujours un temps de retard et dans la prise d'information aussi, et jouer numéro 10 dans ce système-là, c'est très très compliqué. Moi, j'aimerais peut-être mettre, par exemple,
remettre Amadou à côté de Thiago Mendes et faire monter d'un cran Thiago Maia que je trouve moins bon depuis le début de saison, surtout sur ce qu'il avait montré en prépa. Donc il y a des choix à faire encore du côté de Bielsa pour améliorer son 11, je pense. Flavien, toi sur Benzia, tu étais peut-être un peu plus séduit que ça par rapport à... Alors, j'ai pas été séduit là par Benzia, mais pour moi, c'est un bon joueur. C'est un joueur avec des qualités. Mais je pense que... Est-ce que tu trouves qu'il joue à son poste là? Non. Et je pense que c'est d'ailleurs en partie pour ça que Lille n'a pas été capable de contrôler et de maîtriser un peu plus le jeu. Et d'ailleurs, on a bien vu que Bielsa râlait. Il râlait à plusieurs reprises après ses joueurs parce qu'ils estimaient qu'ils ne passaient pas assez par Yacine Benzia. Mais le problème, c'est que Benzia avait tendance à se cacher beaucoup trop. Pour moi, Benzia, c'est plus un attaquant de soutien, de soutien, plus qu'un véritable. Mais maintenant, c'est vrai qu'avant même l'arrivée de Marcelo Bielsa, Franck Passy l'avait déjà mis à ce poste-là. Donc, mais encore une fois, moi, si on prend un peu le passif de Marcelo Bielsa, notamment à Marseille ou à Bilbao. Rapidement, après on passera à Saint-Etienne. À ce poste-là, il y avait des joueurs quand même avec un QI foot bien supérieur à Yacine Benzia. On prend Payet, on peut prendre Herrera ou à Bilbao, ou même Mounienne quand il se recentrait. Et là, encore une fois, tu ne peux pas donner les clés. Alors oui, il lui fait énormément confiance. Est-ce qu'il y a un joueur à qui peut donner les clés à ce poste-là? En tout cas, il faut qu'il trouve des solutions. Je pense qu'il y a des joueurs supérieurs, en tout cas dans l'utilisation du ballon. Dans le rendement, dans ce poste de numéro 10, je pense qu'il y a des joueurs meilleurs que Benzia. Et dans le QI foot, je pense qu'il y a meilleur que Benzia. Encore une fois, encore une fois, il y a beaucoup de mauvais choix. Il y a beaucoup de mauvais choix. Et encore une fois, il perd en lucidité. On voit qu'il court beaucoup sur le terrain. Il y a une occasion un petit peu symptomatique à un moment donné. Il est courageux. Il a des bonnes stats en kilomètres parcourus. Mais en termes de lucidité, en termes de choix de jeu, souvent 70% des cas, il peut mieux faire. Et encore une fois, je trouve que c'est un bon joueur de Ligue 1, mais qui est, comme tu le dis, à la base, c'est un attaquant de formation. Et je trouve qu'il a énormément de difficultés. On va passer à Saint-Etienne. Saint-Etienne, c'était le premier match pour leur nouvel entraîneur, Julien Sablé. C'était sa première. Donc, on va voir la composition qu'a concocté Julien Sablé, un 4-2-3-1 avec Brian Dabo en numéro 10. Quelque chose d'un peu loufoque. Mais voilà, on a vu un Julien Sablé qui donnait beaucoup de voix sur le côté pour essayer de replacer ses joueurs. Mais dans le jeu, on n'a pas vu grand-chose. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un début de Pat Sablé? J'aime bien le petit jeu de mots, là, comme ça. Voilà. Moi, j'ai l'habitude d'être quelqu'un d'assez mesuré, mais moi, je trouve que Saint-Etienne, c'est catastrophique. Sincèrement. Ça, c'est de la bonne mesure, ça, oui. Non, mais j'ai pas vu de cohérence dans ce 11. J'ai pas vu de cohérence dans l'animation. Pajot sur le côté, je comprends pas. Dabo en numéro 10, je comprends pas. Voilà, et finalement, ils se sont fait battre. Aussi. Comment? Certains changements aussi, parfois. La sortie, on en parlait tout à l'heure, la sortie de Kevin Monet-Paquet. Ouais, effectivement. On a vu un entraîneur. Bon, après, c'est un débutant, donc on va dire qu'il était frileux. Il a pas osé jouer. Ouais, après, je voudrais quand même relativiser. Il y avait Kabela qui n'était pas là. Il y avait Amouma qui est pas là. Voilà, Amouma qui était pas là, mais non, on peut pas. Pour moi, on peut pas être Saint-Etienne. Alors après, peut-être que je surestime Saint-Etienne, mais 6e de Ligue 1, on peut pas se déplacer à Lille en mettant en place une équipe comme ça, je sais pas, à un moment ils sont passés en 4-4-2 à plat, mais il y avait aucune animation, ça n'avait aucun sens. Loïc, sur le match, tu as vu aussi toi peu d'intention de jeu de exactement. Après, je sais pas si on voit la compo si on voit la compo à l'écran, là, si on peut la voir. Et si tu veux être complètement animateur, etc., tu me dis. Je vais une palette 3D là. Non, moi j'ai pas vu la compo comme ça dès le début du match. En fait, j'ai vu Kevin Monet-Paquet, Vincent Pajot beaucoup plus bas, donc vraiment sur un 4-4-2, ce que tu disais tout à l'heure. Avec peut-être Brian Dabo avec Brian Dabo plus avancé. En 4-4. Moi, ce que j'ai vu, c'est un 4-4-1-1. Donc Dabo en 9,5. C'est ça, quasiment. Avec aucune intention, pas dans ce qu'on a vu, mais dans l'idée au départ. Avec aucune intention finalement, donc avec un milieu, avec des alliés qui étaient plus des milieux latéraux finalement, donc qui étaient très bas. Je les ai peu vus aller au pressing. Après bon, ça c'est peut-être une intention, enfin je sais pas, c'est le style Sablé, j'en sais rien. Moi je pense que il est surtout venu, voilà, c'était son premier match, il était à l'extérieur, il a voulu venir récupérer un point à Lille.
Je pense que voilà, ça a, Ouais, été, mais- ça a été un petit peu frileux. Je défends pas Il ça. s'est fait Je me fais fesser, pas l'avocat. et c'est totalement mérité. Je me fais pas l'avocat Totalement mérité. de La Saint-Étienne question qu'on peut se Sablé, poser hein. avec Saint-Etienne, c'était le problème peut-être d'Oscar Garcia, c'est qu'il n'arrivait pas vraiment à adapter ses idéaux aux joueurs qu'il avait et l'effectif qu'il avait. On a vu qu'il avait demandé beaucoup de joueurs au mercato et que ça ne s'était pas passé. Bon, c'est pour ça peut-être qu'il a démissionné. Walid, avec les joueurs qu'il y a à Saint-Etienne, est-ce que tu vois un autre schéma possible, une autre animation possible? Déjà, il y a beaucoup d'handicaps dans cette composition d'équipe. Flavien les a énumérés, je ne vais pas le paraphraser, mais déjà, il n'a pas cité Jonathan Bamba, qui pour moi n'est pas un numéro 9. Évidemment. C'est un joueur de côté, ou C'était moins pire. à la limite un 10 moderne qui peut aller très très vite. On a vu Loïs Diony qui est rentré Voilà, en il deuxième souffre- mi-temps et il- qui il Qui est rentré à la place de Monépaquet sur le côté. et qui a encore eu quelques difficultés. Il souffre du rendement de Loïs Diony depuis le début de saison et c'est un problème récurrent avec Saint-Etienne depuis 3-4 ans. On a eu Robert Beric qui a fait illusion pendant 6 mois et qui s'est blessé malheureusement. On a eu Nolan Roux, Soderlund, etc. Et là, encore une fois, le syndrome revient à la surface. Mais encore une fois, je trouvais le recrutement plutôt intéressant, pour être très très honnête, notamment Cabella, notamment Johnny, qui pour moi offensivement pouvait apporter beaucoup plus si avec l'animation, si on l'animait de façon séduisante, notamment avec Amouma, et ça aurait pu faire un beau trio, mais je l'ai trop peu vu souvent depuis le début de saison. Là encore une fois, le signe négatif, c'est que tu récupères Perrin mais que tu en prends 3. Alors que Perrin, normalement, il doit solidifier ta défense. Moi, j'avais vu des choses, notamment sur les derniers matchs sous Garcia et notamment avec le match contre Lyon, où tu avais une défense qui jouait très très haut, sans Perrin, parce que Perrin était blessé. Là, avec Perrin, normalement, tu vas jouer avec bloc bas. Tu vas jouer bloc bas parce qu'il ne peut pas, avec. Il n'a pas le physique pour faire les montées. Et surtout il n'a pas la vitesse pour. Donc voilà, les motifs d'espoir, c'est qu'encore une fois, j'espère que Sablé va faire des choix simples. Va revenir à ses fondamentaux. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'état d'esprit. Notamment, normalement, quand un coach arrive, t'as un électrochoc, t'as quelque chose. Là, dans l'état d'esprit, je les ai pas vus fringants, je les ai pas vus tous derrière leur coach. Et c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Fabien, pareil. Mais moi, pour aller plus loin, je déplore. Après, en ce moment, c'est la mode de faire des choix internes. Peut-être qu'ils veulent le faire un peu comme Lyon. Mais je trouve que c'est un manque d'ambition. On rappelle cruel. Julien Sablé qui était responsable de la formation à l'AS Saint-Etienne avant de prendre les petites Après, premières. c'est une solution de repli. Ils peuvent pas faire autrement. Là, Non, tout de mais bon, suite, quand on parle éventuellement pour remplacer Perrin de Galtier, on voit qu'il y a quand même peu oui, ça d'inspiration. c'est vrai, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été confirmé comme coach de la Jusqu'à la fin de SSE. saison. Oui, jusqu'à la fin de saison. Roland Romeyer a dit que ce n'était pas qu'une solution d'intérim, c'était vraiment une solution à part entière. Enfin, moi, sincèrement, si j'étais supporter de Saint-Etienne, j'aurais envie de pleurer. J'aurais envie de non, mais c'est vrai. Parce qu'au début, bon, tu me prends Oscar Garcia, ça montre une volonté quand même de progression. Ça montre une volonté pour proposer un peu plus de jeu. Parce que moi, sous Galtier, franchement, je m'ennuyais. Mais encore une fois, Galtier, voilà, c'était qu'il m'ennuyais. apportait les résultats, mais c'est sûr qu'en termes de jeu, je m'ennuyais. on est d'accord. Et là, si tu veux, avec cette nomination, encore une fois, je préfère être patient. Il n'y avait pas Cabella, il n'y avait pas Amouma. Mais cette nomination, cette confirmation, ce 11. Non, parce que Moi, Flavien, faut être cohérent. Si on demande du temps à Bielsa, faut en demander aussi pour Julien Sablé. Alors oui, aujourd'hui, il rate sa compo, je suis d'accord avec toi, mais on va quand même attendre. J'en veux pas spécialement à Julien Sablé. J'en veux, entre guillemets, au président qui nomme et qui estime que Julien Sablé, débutant, peut finalement amener Saint-Etienne vers l'Europe. Mais après, pourquoi pas, parce pareil. qu'on parlait même avec Rennes, quand on a vu le débat sur Rennes la dernière fois, pourquoi pas prendre de jeunes entraîneurs qui seront toujours plus intéressants que d'aller récupérer un Antonetti, que d'aller récupérer un René Girard, que d'aller récupérer On n'est ces pas mecs-là. obligé de passer d'un d'un extrême à l'autre. Mais je veux dire, mettre un débutant comme ça, en plein milieu de saison, alors que tu as des ambitions de qualification européenne, Non mais Flavien, alors que tu viens d'effectuer moi, je le suis plus d'accord gros avec toi. transfert de ton Moi, histoire. Flavien, je suis d'accord avec toi, mais encore Pour une terminer fois, sur Saint-Etienne. mais personne veut venir à Saint-Etienne. Ils l'ont fait. Ils ont essayé cet été, Patrick Vieira, Claude Puel, etc. Plein de coachs. Mais qui veut aller avec cet effectif-là, sincèrement? Alors, surtout avec l'épisode Garcia, où on a vu que malheureusement, les présidents, Romeyer et Cayazo, ne pouvaient pas répondre aux attentes d'un club
qui peut jouer la 5e place. Sincèrement, quand on voit Lille et le recrutement qu'ils ont fait, alors oui, ça va mettre du temps à marcher, mais ils ont mis de l'argent. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté volonté de projet, bâtir un sincèrement, réel je projet, sais pas c'est où ça. on va à Saint-Etienne. Est-ce qu'on veut être une équipe entre la 5e et la 7e place? Est-ce qu'on veut encore? Moi, je me rappelle, l'an dernier, on avait eu sur les antennes de VL, on avait eu Dominique Rocheteau, je crois que c'était il y a 2 ans. Oui, c'est il y a 2 ans. On l'avait interviewé, qui est quand même le directeur sportif de cette équipe, et ils étaient au coude à coude pour la 3e place. Je me rappelle après un match contre Bastia où ils avaient perdu à 3 journées de la fin, et je lui avais demandé, je lui ai dit Dominique, est-ce que sincèrement c'est un réel objectif de jouer la Ligue des Champions? Non, il nous expliquait que malheureusement ils n'étaient pas prêts et qu'ils ne pouvaient pas se le permettre. Donc c'est quand même symptomatique de la politique de ce club. Rapidement, Vas-y, très rapidement. Il y a une question qui se pose quand même. Ça fait des années qu'ils stagnent en qualification en Europa League, etc. Quand est-ce qu'ils progressent finalement? Quand est-ce qu'ils deviennent prêts à dans la passer stabilité peut-être du club, vraiment. Ça fait des années que le club est stable. Dans les 8 premiers. Ça fait des années que le club a retrouvé une stabilité. Quand est-ce qu'ils passent quand est-ce qu'ils mettent des moyens pour passer justement à l'étape supérieure? Il y aura peut-être une dernière stat qui fera déprimer les supporters stéphanois. C'est ce qu'on va voir à l'écran là, c'est qu'ils n'ont pas gagné à Lille depuis 14 ans. C'était la dernière fois qu'ils ont battu Lille, c'était le 17 décembre 2003. À l'époque, Julien Sablé était capitaine du LOSC. Voilà, donc c'est une autre époque. Depuis 14 ans, pas de victoire à Lille. Et Loïc, tu me disais, c'est qu'il y a pas mal de clubs où Saint-Etienne n'arrive pas à gagner. Il y a pas mal de clubs où il y a des longues séries comme ça. Oui, il y a le Vélodrome aussi où ils ont du mal à gagner depuis quelques années. On va passer à la Bundesliga. On va changer le décor qu'il y a derrière moi, ce magnifique joli décor, avec la surprise de la soirée, la victoire de Stuttgart. Vous savez, c'est beau quand même. J'avais pas vu le décor Bundesliga. C'est pas mal, hein. En noir, en jaune, en rouge. J'avais pas encore vu. Et encore, t'as pas vu le championnat algérien? En vert et blanc, c'est ça? En vert et blanc, ça fait vraiment quelque chose, ça fait droit dans le dos. La victoire de Stuttgart contre le Borussia Dortmund, 2-1. Des buts de Hakolo et de Brekalo pour Stuttgart, contre un but de Maximilian Philipp juste avant la mi-temps pour Dortmund. Dortmund n'a pu gagner en championnat depuis le 30 septembre dernier. Ça va faire 1 mois et demi que Dortmund, alors il y a eu les trêves internationales, mais quand même, ça va faire 1 mois et demi que Dortmund n'a pu gagner. Est-ce que c'est la crise à Dortmund? Ah oui, Walid. je pense. Si avec ça, surtout que tu rajoutes les 2 nuls contre la Paul Nicosie en Ligue des Champions, bon, ils ont gagné en Coupe d'Allemagne contre une équipe lambda. Magdebourg. Ouais, Magdebourg. Mais ils ont gagné 5-0, mais sinon ça fait 6 matchs sans victoire. Voilà, exactement. Et encore une fois, je trouve que Peter Bosz a du mal à trouver la formule. Il faut rappeler aux socios qu'ils ont fait un début de saison extraordinaire où ils avaient encaissé 0 but en 6 matchs, où ils avaient fait 5 victoires, 1 nul. Ils avaient vraiment déroulé notamment contre Gladbach où ils avaient gagné 6-1. Et puis il y a cette défaite contre Leipzig où ils mènent très rapidement et derrière ils se font contrer sur deux situations chaudes et derrière tu sens que les fils sont cassés et que depuis ils ont du mal à retrouver de l'allant. Et pour moi, la seule explication possible, c'est les errements défensifs. Encore une fois, le match qu'ils font ce soir, pour un club, tout à l'heure Flavien parlait de Saint-Etienne et du standing, mais pour un club comme Dortmund, c'est pas normal. À l'image du premier but, la mésentente entre Bartra et Burki. Pour toi aussi, tu penses que c'est une équipe qui mentalement n'y est plus du tout, le Borussia Dortmund? Je ne sais pas si mentalement ils y sont plus, mais en tout cas, comme disait Walid, défensivement, il y a une fébrilité qui est inconcevable à ce niveau. Après, moi, j'ai envie de parler plus du système en règle générale et de Dortmund offensivement. Moi, je suis un peu vieille école à ce niveau-là, mais j'aime les milieux de terrain équilibrés. Moi, j'ai vu là un milieu de terrain qui manquait d'impact physique. On va voir la composition qu'a aligné Peter Bosz. Voilà, on la voit là comme ça. Je vois avec beaucoup. Weigl, Götze et Kagawa, c'est vrai que ça défend pas énormément. Je vois beaucoup de qualités techniques. Alors, il y a beaucoup de personnes qui... Je pense que Guardiola pourrait peut-être jouer avec un milieu de terrain comme ça et réussir à performer avec, mais moi, moi, je trouve que ça manque d'équilibre, ça manque. Götze, Kagawa, pour moi, ce sont des numéros 10. Ce sont pas des milieux travailleurs. Alors, effectivement, si ton équipe joue haut, que tu as l'entière maîtrise du ballon, ça peut fonctionner, mais lorsque tu es moyen, lorsque les choses ne sont pas fluides, ça fonctionne pas. Devant, j'ai trouvé qu'au niveau de l'animation offensive, c'était très bien. Moi, j'ai vu des mouvements, j'ai vu du jeu court, on jouait dans les petits espaces, ça, pas de souci. Mais il y avait un manque de réalisme qui était criant. Et encore une fois, je suis un peu vieille école, mais
Pour moi, pour que cette équipe puisse performer, faudrait même pas un joueur comme Aubameyang. Pour moi, il faudrait un numéro 9 à l'ancienne, un joueur qui peut jouer dos au jeu pour que les Philippe, pour que les Yarmolenko, pour que les Götze, pour que les Kagawa puissent tourner autour. J'ai trouvé qu'il y avait un manque de tranchant, il y avait un manque de placement. Sur le jouait pas comme un numéro 9 et c'est ça pour moi qui a manqué. Loïc, toi aussi sur le Borussia Dortmund, tu as été déçu de moi, c'est mentalement, je les trouve faibles. Hein. Ces dernières années, on a souvent eu l'habitude du rouleau compresseur avec Dortmund. Un ballon perdu, tac, ça allait rapidement vers l'avant et ça payait directement. Là, voilà, je les trouve faiblards. Ils marquent sur penalty, demi-penalty, on va dire, parce que c'est le ballon qui est repris. Oui, c'est le penalty qui est raté par Chourleux et Maximilien Philippe qui suit et qui le met d'ailleurs assez bien parce qu'elle est assez difficile. Elle est pas simple à mettre. Donc voilà, on va dire qu'ils marquent sur penalty juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, ils prennent rapidement un but. Pas mal d'erreurs défensives, beaucoup de faits. J'ai trouvé ça très faiblard en fait. Et j'ai l'impression que mentalement, il y a un truc qui est cassé dans cette équipe. Je saurais pas dire depuis combien de temps. Mais on a perdu un petit peu le Dortmund qu'on a pu connaître. Non mais Romain, arrêtons-nous sur le milieu de terrain parce que ce que dit Flavien est intéressant. Quand on parle de Götze et Kagawa, malheureusement quand on regarde le match de ce soir, alors oui, avec le ballon c'est très très léché, ça va très vite vers l'avant, mais avec ces joueurs-là, il te faut 70-75% de possession. Exactement. Sinon, c'est pas possible. Puis Götze n'est pas 100%. Non, mais encore Götze, sincèrement, il fait plutôt un bon match. Je l'ai trouvé bon, sauf que à la perte du ballon, ils ont pas le coffre pour effectuer le pressing guardiolien. Et c'était le problème un peu de Guardiola l'an dernier avec City. C'est-à-dire qu'en termes d'intensité, la Bundesliga, faut savoir qu'après la Première Ligue, c'est le championnat où il y en a le plus. Et je trouve que ça soit Kagawa ou Götze, et Weigl est beaucoup plus à l'aise quand il y a Gonzalo Castro par exemple qui est plus dans un registre de ratisseur, de joueur un peu qui va dans l'impact. Et c'est vrai que ce soir ça fonctionne pas, et surtout quand t'as 4 défenseurs derrière, faut parler du match de ce soir, et encore une fois je ne comprends pas comment on peut passer de 6 premiers matchs où on prend pas de but avec un Bartra, temps de fragilité. Avec un Bartra qui, alors que moi je suis pas un grand fan de Bartra, mais qui faisait plutôt un bon début de saison, a une fébrilité immense, parce que faut savoir qu'en 1 contre 1, pendant tout le match, et encore une fois, Stuttgart ça peut faire 4 ou 5-1 ce soir, pendant tout le match, ils n'ont pas gagné un duel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont sur le recul frein. Et ils sont en 1 contre 1 à chaque fois. Et ils perdent constamment leur duel face à leur vis-à-vis. Et ils sont dans la merde. Ils sont à chaque fois dans la merde. Et le système défensif, c'est vrai que c'est à Peter Bosz, je pense, de régler ça. Parce qu'avec 4 défenseurs qui sont aussi mauvais en ce moment et qui sont en perte de confiance, il faut mettre un milieu de terrain beaucoup plus renforcé. Ouais. On l'a vu avec Marseille, avec Luis Gustavo et Zambo Anguissa. On est tous... je pense, on préfère tous Sanson à Anguissa, mais il t'apporte une solidité. Et le problème, c'est que, est-ce que dans l'effectif de Dortmund, ils ont ces joueurs-là? Je suis pas sûr. Si, en théorie, oui. Tu penses à qui, toi? Bender, ça fait très longtemps qu'il est pas... Il est parti à Leverkusen, non? Oui, c'est vrai qu'il est parti. Oui, c'est vrai qu'il a rejoint son frère là-bas. Même, tu parlais de Guardiola tout à l'heure, faut pas oublier que Guardiola... Tu parlais du fait qu'il soit capable de jouer avec un milieu comme ça, faut pas oublier que Guardiola s'appuie tout le temps sur un milieu qui est capable de récupérer beaucoup de ballons et de bien relancer. Busquets à Barcelone, il y a toujours un mec qui est là pour récupérer les ballons et pour bien relancer derrière. Moi, je trouve que quand je vois le Manchester City de cette année, bon, ok, Fernandinho est peut-être un peu plus costaud que Julian Weigl, mais enfin, quand je vois Kevin De Bruyne et David Silva alignés au poste de relayeur. Oh, mais ils n'ont pas le coffre. Et puis c'est une équipe qui a la possession. C'est une équipe qui a la possession aussi. De Bruyne, il n'a pas le coffre de Kagawa. Si tu vois les kilomètres parcourus de cette année par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Encore une fois, c'est vrai qu'offensivement, moi je trouve que Philippe fait un grand match, que Yarmolenko apporte énormément. Bon, il y a un gros problème de neuf. C'est vrai que Chourleux. On va en revenir sur le mais sincèrement, je pense que Peter Bosz, ça doit passer par là. Le milieu de terrain, parce que la défense, je pense que c'est cause perdue. De toute façon, c'est mort. Mais à un moment donné, sincèrement, on a vu le match ensemble ce soir. C'est très très faible. Et ça a été le cas tu prends un but par match, d'office. Et quand on regarde comment tu commences le match, parce qu'ils font une belle première mi-temps, mais quand tu commences le match avec une erreur de dès la 5e minute. C'est un handicap monstrueux. Alors devant, t'en parlais, devant, il manquait un homme, Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'était pas blessé, Pierre-Emerick Aubameyang. Il était suspendu par son club parce qu'il a posté des photos un peu éméchées sur Instagram pendant la semaine lors d'un voyage à Barcelone, et son club a décidé de le suspendre. Est-ce que
notamment on avait Pulisic qui était blessé aujourd'hui, est-ce que c'était le meilleur moyen et le meilleur moment pour suspendre Pierre-Emerick Aubameyang? Alors, Pierre-Emerick Aubameyang, on va montrer ses stats à Dortmund, c'est facile. Il avait, sur les 17 matchs officiels, il en avait joué 17 en étant sorti que 6 minutes sur un match. Est-ce que c'était vraiment le meilleur moment pour se priver de Pierre-Emerick Aubameyang, Loïc? Pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se priver d'un joueur. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où un joueur ne respecte pas l'institution, enfin, là, il ne manque pas de respect directement à Dortmund, mais voilà. Dans le comportement, il a eu un comportement qui n'était pas en adéquation avec les principes. C'est pas la première fois. Et c'est pas le seul joueur d'ailleurs à Dortmund cette année. J'ai l'impression que ça se passe de plus en plus. Il y avait qui d'autre? Il y a eu Dembélé au moment de son transfert aussi, mine de rien, ça avait fait parler. Oui. Voilà, c'est pas la première fois que ça arrive à Dortmund. J'ai l'impression qu'on perd en rigueur un petit peu. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Mais il n'y a pas de bon moment pour se priver d'un joueur. Je pense qu'ils ont eu la bonne attitude. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que quelque chose s'est vraiment cassé cet été où il a pas pu partir. De toute façon, on sent que... Bon, je dis pas qu'il a pris la grosse tête. Mais enfin, on sent quand même quelqu'un qui n'est plus vraiment concerné par le projet Dortmund. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, Dortmund, c'est un grand club. C'est un club... moi, je suis pas sûr qu'il puisse envisager... Alors, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde, mais... Moi, je pense pas qu'il puisse envisager mieux que Dortmund. Moi, je suis toujours sur le cul de voir un Aubameyang aussi performant ces dernières années à Dortmund parce que je l'aurais jamais cru pouvoir atteindre ce niveau-là. Et je pense sincèrement que c'est dommage. Je regrette qu'il fasse preuve d'une mauvaise mentalité parce que je pense pas que ce soit un mauvais gars, mais rapidement Walid, parce qu'après on passe à la Serie A. C'est vrai que très rapidement, faut rappeler le contexte. Il devait partir au Paris Saint-Germain. Avant Antero Henrique, c'était le choix de Nasser. Antero Henrique a eu la bonne idée de ne pas le faire. Derrière, rappelez-vous que sur Periscope... La bonne idée, c'est ton point de vue. Oui, c'est oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Mais sur Periscope, il avait dit qu'il voulait aller au Milan et qu'il attendait une offre. En gros, il lançait un appel sur Periscope alors qu'on lui avait posé la question. L'an dernier, il avait déjà été rattrapé à l'ordre par Thomas Tuchel et il avait eu une petite suspension parce qu'il avait été à Milan faire du shopping ou je ne me rappelle plus. Mais il était revenu en retard. Il était revenu en retard. Et encore une fois, malheureusement, je trouve que ce soir, c'est préjudiciable pour Dortmund, mais on ne va pas reprocher à un club d'avoir un ADN. Il s'agit de la meilleure des manières. Ce qu'on a reproché notamment à Nasser avec Aurier, etc. Je trouve que c'est le bon... Il montre que quoi qu'il arrive, même s'ils sont mal en point, t'es la star du club, t'as mis 28 buts l'an dernier, t'es notre top player, mais si tu sors des clous, on te sanctionne. Moi, je trouve que c'est la bonne attitude. On va passer à la Serie A. La Serie A, parce que, alors, il n'y a pas eu de match ce soir, mais il y a un très, très, très gros week-end en Serie A ce week-end. Ça commence demain à 18h, le derby de Rome entre la Roma et la Lazio. 20h45, Naples, Milan AC. Ensuite, dimanche, on aura à 15h Samp Juve. Et puis le soir, on aura Inter Milan Atalanta. C'est facile, on va voir le classement à l'écran de la Serie A. On va voir les 7 premiers. Parmi ces 7 premiers, il y a 6 clubs qui s'affrontent ce week-end. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu, on va le faire rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps dans cette émission. On va commencer par le premier match de la journée, Roma-Lazio. C'est la première fois depuis très très longtemps que la Roma et la Lazio s'affrontent en étant si proches au classement. Souvent la Roma était devant ou la Lazio était devant au moment du derby. Là, on a l'impression que c'est plus qu'une rivalité entre clubs, c'est vraiment une rivalité sportive aujourd'hui. Le match de demain, Flavien. Moi, je suis vraiment heureux de voir un derby qui soit... C'est pas un grand match bien au niveau de l'enjeu et une opposition type. Là, tu aimes beaucoup comment Monaghi fait jouer son équipe tactique. Je trouve ça très fort. Il a vraiment tiré 100% de l'effectif dont il a à disposition. Et puis de l'autre côté, l'AS Roma, je trouve peut-être le collectif un peu moins bon, mais ils ont des individualités qui, moi, me paraissent peut-être un peu au-dessus. Je suis bluffé par le retour au niveau de Stéphane El Shaarawy. Pareil, j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé du joueur que Ventura a mis sur le banc. Exactement. J'aurais jamais pensé qu'il puisse arriver à ce niveau-là. Et puis devant, t'as un taulier Edin Dzeko. Mais je sais pas si vous l'avez vu le match Roma Milan AC. On a tout vu. Mais Milan AC Roma. Milan AC Roma. Mais on voit justement que ce genre de joueurs font la différence dans ces matchs-là.
finalement, l'AC Milan, tu as un effectif qui est globalement correct. Tu as effectivement un taulier derrière Bonucci, mais tu n'as pas de joueur de haut niveau. Et Dzeko en est un. On reste sur Roma Lazio. Pour rester sur la Lazio et sur ce derby de Rome, je trouve que la Lazio a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'inverser le rapport de force. Il faut se rappeler l'an dernier qu'ils réussissent à gagner le derby, notamment avec un doublé de Balde-Caïta en fin de saison, 3-1. Ils se qualifient pour la finale de Coppa Italia après une double confrontation contre la Roma, qui était d'une très haute intensité. Et tu parlais d'Inzaghi, oui, il a vraiment révolutionné cette équipe et je pense qu'on va avoir un très grand match parce qu'il y a un intérêt sportif. Précédemment, moi, j'ai pas eu le souvenir d'avoir un match à enjeu entre ces deux équipes. Pour la Serie A, là, vraiment, la Lazio, ils font vraiment véritable. Plus que ça, c'est en plus deux oppositions de style. On voit que la Roma, avec Di Francesco, galère un peu à trouver son identité, mais la Lazio a vraiment trouvé cette année une manière de jouer. Je trouve dur, ils galèrent pas. Pour moi, ils galèrent pas à trouver leur identité de jeu. Je trouve même que Di Francesco fait du très bon boulot depuis le début de saison. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est deux styles opposés avec une équipe de la Roma qui veut jouer au ballon, qui veut ressortir très, très rapidement et qui, avec son milieu de terrain, Nainggolan, De Rossi, Pellegrini ou Strootman, ont cette qualité à bien utiliser le ballon. Et derrière, tu as la Lazio avec des joueurs comme Savic qui vont très très vite vers l'avant, avec un Immobilier qui est énorme ici depuis le début de saison. C'est un match dans le match pour toi, Loïc, demain, Immobilier, Dzeko, c'est le match dans le match dans ce derby? Ouais, j'aime beaucoup Dzeko. Voilà, je tenais à le dire parce que j'adore cet attaquant. Non, vraiment, je voulais lui rendre hommage. Si tu nous écoutes, hein, Loïc t'aime bien. Voilà. Non, oui, Immobilier en bonne forme depuis ce début de saison. Dzeko est indispensable à la Roma. Donc oui, c'est comme tu le dis, c'est le match dans le match. Et puis moi, au-delà de ça, ce qui m'excite par rapport à ce match, c'est l'état de forme des deux équipes. Lazio qui reste sur 9 matchs, je crois, sans défaite, quelque chose comme ça. 9 matchs sans défaite. La Roma sur 5, dont des victoires contre Chelsea, la Fiorentina. C'est 9 victoires consécutives même pour la Lazio. 9 victoires consécutives, ouais, exactement. Le meilleur début de saison. Et je crois que si on enlève leurs mauvais résultats juste avant les 9 victoires, je ne sais plus si c'est une défaite ou un nul, ils sont à 14 victoires d'affilée. Enfin, c'est juste incroyable. Donc vraiment deux équipes qui sont dans une forme incroyable. Et c'est ce qui m'excite vraiment dans ce match, qu'on a deux équipes qui sont au sommet de leur forme. La Lazio, on le voit sur le classement, qui a la moyen d'accrocher, de passer devant l'Inter. Pour moi, c'est le match le plus la excitant. Juventus même. Le premier pour toi, c'est le match le plus excitant? Non, mais pour moi, c'est le match le plus excitant des trois gros matchs. Parce que, en tout cas, c'est le plus équilibré et le plus homogène. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il m'excite énormément, parce que ce soit Naples-Milan, que ce soit Juventus-Sampdoria, on va s'éclater aussi. Mais en termes d'enjeu, en termes de contexte, c'est ce qui se fait de mieux ce week-end. Sincèrement, avec l'Arsenal-Tottenham, je pense que c'est les deux. On va parler donc de la deuxième affiche, Naples-Milan, Naples donc au San Paolo. Naples qui a un peu lâché la Ligue des Champions. Est-ce que pour vous, Naples se focus complètement sur la Serie A pour avoir enfin ce titre qu'ils attendent depuis le début des années 90, Flavien? Un peu comme je disais pour Monaco, moi je ne suis pas trop pour sacrifier une compétition. Maintenant, c'est vrai qu'ils vont devoir le faire, ils vont devoir se donner à fond. Moi j'aime beaucoup la qualité de jeu de Naples. Franchement, il me régale vraiment. Moi, ces dernières années, la Serie A, ça m'a pas mal ennuyé. Et là, Naples, c'est vraiment du beau football. Donc je serais vraiment heureux qu'ils puissent y arriver. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais leurs résultats en Champions League me font penser que peut-être qu'un petit grain de sable pourrait enrouer la machine. Non, mais le problème de Naples, c'est qu'ils n'ont qu'un plan A, ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que quand ils ont beaucoup de solutions de remplacement dans leur système, mais pas de... Ils ont le même système, ils ont la même philosophie de jeu. On sait que Sarri, voilà, c'est un entraîneur qui fait très très bien jouer son équipe et qui a fait progresser ce club. Après... il reste en termes d'enjeu, pour se focaliser là-dessus, il reste sur un match nul contre le Chievo très très décevant, où la Juventus a rattrapé son retard. Ils ont profité du match nul de l'Inter contre le Torino, mais là c'est vraiment, notamment à domicile contre une équipe du Milan malade, il va falloir vraiment que Naples, encore une fois dans un grand match, montre
qu'ils ont les ambitions du titre du Scudetto, parce que encore une fois ils restent sur un match nul contre l'Inter 0-0, ils n'ont pas réussi à trouver la faille. Je pense que le Milan AC de Montella va venir avec un bloc très très bas, une défense à 5. Justement, le Milan, je vais venir vers toi Loïc juste après ça. Le Milan, on voit leurs résultats face aux gros cette saison. C'est facile, ils ont joué 5 matchs face aux 7 premiers. Là. Le 6e qui manque, ça sera le Napoli demain. C'est 5 défaites. 5 défaites en 5 matchs, 4-1 contre la Lazio, 2-0 contre la Samp qui n'est pas forcément un gros mais qui là est dans les 6 premiers, 2-0 à domicile perdu contre la Roma, 3-2 perdu dans le derby contre l'Inter, 2-0 perdu contre la Juve. Loïc, il y a une classe d'écart entre les top clubs en Serie A et le Milan aujourd'hui? Ça fait mal de dire que le Milan n'est pas un top club, mais oui. Je parle des clubs à partir du moment où le Milan a affronté cette saison une équipe qui était classée devant elle, le Milan n'a pas gagné finalement. Après voilà, Naples a un petit peu de mal aussi face aux gros dernièrement. Tu parlais du match de l'Inter, on a vu aussi les matchs face à City, même si on a vu de bonnes choses, je trouve, côté Naples. Il y a une classe d'écart. Quand on voit le classement aussi, on voit qu'il y a un petit trou. Au classement. Avec le Milan. Puis même, là on parle des gros matchs. Ça a été très laborieux. Leur dernière victoire, c'est contre Sassuolo, je crois. Ça a été laborieux contre l'AEK Athènes. Il y a eu plusieurs matchs. Deux doubles confrontations, 2-0. Voilà, c'est laborieux aussi contre des petits clubs. Donc, dans ce match dans ce futur match entre Milan et Naples, où Milan a toujours du mal à gagner contre les gros et où Naples a aussi un petit peu de mal contre les gros, mais est-ce qu'on peut considérer le Milan assez comme un gros cette année? Je vois Naples. À part la deuxième mi-temps contre l'Inter, c'est vrai que dans les grands matchs, le Milan AC, c'était pas. Non, mais moi je vois vraiment pas comment Montella peut aller s'imposer ou aller faire un coup au Napoli après une trêve où tous les internationaux sont partis. Ils viennent de rentrer mardi ou mercredi. Et surtout, tant que Montella, on avait fait un focus notamment avec Loïc il y a une semaine. Tant que Montella ne change pas de système. Et encore une fois, ça doit être une prise de conscience de Montella et de Bonucci, le capitaine, qui lui a demandé de jouer à 3, façon époque Juventus, Conte et Allegri. Mais tant qu'ils ne reviendront pas au 4-4-2, tu parlais de la deuxième mi-temps contre l'Inter, le meilleur temps fort, c'est en 4-4-2 avec Bonaventura et Suso sur les côtés, dans un système qui était proche de celui de l'an dernier. Et malheureusement... Il leur reste un match contre le Napoli pour faire les 6 défaites face aux 6 premiers. Et je pense qu'ils vont le faire. Après, une petite nuance par rapport à ce que tu disais, Loïc. Naples, ils ont été s'imposés à la Roma quand même dans les gros matchs cette saison. Ouais, non, j'ai dit qu'ils avaient du mal dans les gros matchs. J'ai pas dit ils ont eu du mal à trouver la faille contre l'Inter face au bloc de Spalletti. Contre la Lazio aussi. Ils ont battu le Napoli, l'AS Roma. Et là, Flavien, sur le Milan, puisque j'ai envie qu'on reste dessus aussi, c'est vrai que cette équipe-là, on avait beaucoup d'espérance en début de saison avec un mercato qui était ambitieux. Là, ça y arrive pas, et notamment contre les gros. Moi, je suis très triste. Moi, le Milan, c'est toujours un club. Tout le monde est triste. Ouais, voilà. Non, pas moi. Non, toi, t'es pas triste, t'as dit il faut Milan ou pas Milan. Non, mais on peut être ça reste un club. Makelele, toi, Milan, pas Milan, on m'en fout. Voilà. Comme dirait Makelele. On peut être à la fois triste et réaliste. Oui. Moi, en plus, il y a pas longtemps, Pirlo a annoncé sa retraite. Moi, quand je repense au Grand Milan, ça me fait toujours un peu bizarre. Mais de toute façon, là où il faut être réaliste, c'est que pour moi, c'est pas qu'une question tactique. Pour moi, si on parle tactique, je pense qu'on oublie le problème principal. Je pense qu'ils ont une majorité de joueurs, de bons joueurs, mais sans plus. Non, il y a aucun, pour moi, je vois aucun top player à part Bonucci. Ça on l'avait dit la dernière fois. Et encore, il est pas. Mais je veux dire, tu peux. Et c'est un peu à l'image de l'équipe d'Italie en règle générale. T'as Donnarumma qui est pour moi quand même en Serie A. Ouais, mais il a quand même fait quelques bourdes. Il a quand même fait. Enfin, d'ailleurs, le derby contre l'Inter, moi, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Mais sur l'effectif, tu parles justement de l'effectif. Intrinsèquement, on est d'accord. C'est des joueurs quand même qui sont plutôt intéressants. Et normalement, correct. Mais il y a pas de. C'est moyen bien quand même. On est d'accord que ça suffit largement pour pouvoir faire des résultats face à la Sampdoria, face à la Lazio, face à la Roma, face à l'Inter. Le problème, c'est que non, je suis pas d'accord, Loïc. Tu penses que l'effectif actuel du Milan n'est pas suffisant pour pouvoir faire des résultats au moins face à une de ces équipes? Encore une fois, si tu regardes aujourd'hui le classement des buteurs, tu vois aucun joueur du Milan. Moi justement, j'y viens. Le problème, je pense que le problème principal de l'AC Milan cette année, c'est l'irrégularité de leurs joueurs, tout simplement. Parce que intrinsèquement, c'est pas des top joueurs.
Moi, je parle de talent intrinsèque. En termes de talent, c'est un effet. Enfin, l'effectif du Milan AC n'est pas dénué de talent, loin de là. Non. Ça reste de bons joueurs au départ. Oui, mais voilà. par Maintenant, rapport à il y a une ce qui se question, fait- il y a une par formule à trouver. Il y a une formule à trouver. On est d'accord que ça n'a pas le niveau de leur concurrent Bien direct sûr. devant. Il y a une formule à trouver. On parlait de la responsabilité de Montella aussi. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même un effectif qui est normalement bâti pour pouvoir faire des résultats et même pour être devant, pour être mieux placé au classement, tout simplement. Non, Moi, je suis je pas trouve qu'ils d'accord sont à parce leur que- place. Non, voilà, Ils sont exactement. à Je leur trouve qu'ils place. sont à leur place parce qu'encore une fois, sincèrement, tu parles de talent intrinsèque, mais au Milan AC, je vois pas de joueurs comme du talent de Milinkovic-Savic ou de d'Immobilier Mertens. ou de Dybala ou de Mertens Non, ou de Dzeko ou de on en Nainggolan. Mais quand on voit voilà. le mercato du Milan en début de saison, est-ce qu'on se dit qu'ils vont finir Non, mais qu'ils vont pour faire moi, cette saison-là C'était un mercato jeune, ambitieux, mais c'était pas Oui, non mais pour- plus. non, Il n'y avait mais pour pas de. moi, À part pour moi- Bonucci, il n'y avait pas de Pour moi, superstar. le mercato du Milan AC, c'est une phase 1 du suis projet, d'accord, ouais. un peu comme ce qu'avait fait Paris en 2011 avec exactement. Matuidi, Menez, etc. Des joueurs à la relance, des joueurs d'avenir, il y a eu un mélange. Quand on regarde Çalhanoğlu, moi j'adore Çalhanoğlu, mais qu'est-ce qu'il a fait Çalhanoğlu en Turquie au Bayern Leverkusen, que ce soit Rodriguez, c'est la même chose. Depuis 2 ans à Wolfsburg, il avance plus. Il y a plein de joueurs. Je suis d'accord avec Flavien, à part Bonucci où tout le monde était surpris de ce transfert parce que l'an dernier il faisait partie du top 3 des défenseurs centraux, mais à part lui, et encore il est pas bon cette année, faut le dire, c'est le capitaine, c'est le taulier, et quand ton taulier n'est pas bon autour, normalement c'est lui qui doit faire briller les autres, et notamment dans cette défense à 3 où Romagnoli et Musacchio normalement doivent être Des compléments de Bonucci. exactement, et je trouve qu'il y a un manque de niveau, même si Montella, encore une fois, doit faire mieux. Dernière grosse affiche de cette journée, c'est la Sampdoria qui affronte la Juventus. On n'a pas l'impression que ça peut être une grosse affiche. Pourtant, cette année, ça l'est pour la simple et bonne raison que la Sampdoria est invincible à domicile. 6 matchs, 6 victoires, toutes compétitions confondues pour la Samp. On a une Juventus qui parfois convainc, parfois ne convainc pas cette saison. Demain, c'est le test parfait. C'est pas demain, c'est dimanche. C'est le test parfait pour la Juve face à la Sampdoria, Fabien. Oui, et je pense que la Juve va réussir à relever ce défi. Même si on voit effectivement une Juve sur courant alternatif, ils ont quand même des tauliers. J'aime pas ce mot-là, mais pour le coup, ils ont vraiment cette culture de la gagne qui, je pense, va les faire gagner. Par contre, la Sampdoria, moi, je suis agréablement surpris et surtout du petit Quagliarella qui fait plaisir malgré. Ce jeune Ouais, Quagliarella. Quagliarella. Enfin, je veux dire, il est à 7 buts. Moi, franchement, et puis il y a le petit Ramirez aussi derrière, Gaston Zapata Ramirez, devant. ouais. Non, franchement, c'est une bonne. Moi, je suis pas c'est une d'accord belle avec toi sur le fait que la Juventus s'en sorte aussi facilement. Moi, je pense. J'ai Moi, pas dit facilement. Non, c'est vrai que t'as pas dit facilement. Autant pour moi, mais je pense vraiment que ce match-là a tout du match piège romain pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui reviennent du cataclysme subi lundi à San Siro. Contre la Que ce Suède, soit l'élimination de Buffon, l'Italie. soit que Rugani, soit Chiellini, etc. Barzagli. Bernardeschi, Barzagli, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que la deuxième chose, c'est que la Sampdoria, c'est une équipe qui est très très compliquée à bouger. Et Gianpaolo, l'entraîneur, fait un boulot énorme. Tu parlais de Gaston Ramirez qui était perdu à Southampton et qui le met dans un rôle de meneur de jeu derrière 2 attaquants. Et Il était à Middlesbrough l'année dernière. à Middlesbrough, pardon. Et c'est vrai qu'il était à Southampton avant, excuse-moi. Mais il régale derrière ces 2 attaquants qui sont Zapata et Quagliarella. On parlait de complémentarité tout à l'heure avec Monaco. Eux sont complémentaires avec une présence physique et un joueur Qui un tourne 9,5 qui tourne autour et qui est un vrai renard des surfaces. Non, vraiment une équipe séduisante. Moi, je les avais vus contre le Milan AC notamment. Et surtout, la Juventus, depuis le début de saison, à part le match contre le Milan AC, et encore, est-ce que c'est révélateur vu ce qu'on vient de dire, j'ai très peu de motifs de satisfaction. J'ai l'impression qu'Allegri... Deuxième mi-temps à Udinese contre Udinese. Oui, c'était à pas 10 mal. contre 11, et encore une fois, ils font une première mi-temps catastrophique. Même le match face au Sporting. Oui, et même contre Benevento, j'allais venir au match contre Benevento, où le Benevento, ils n'avaient pas mis un but. Si, ils avaient mis un but, mais ils n'avaient pas gagné un match, et t'es mené à la mi-temps contre Benevento, où tu fais un match, un non-match. J'ai l'impression qu'Allegri a le cul un peu entre 2 chaises, entre
l'équipe de l'an dernier, un peu comme ce que fait Jardim notamment, avec Mandzukic ailier droit qui avait bien fonctionné, ailier gauche avec Cuadrado, etc. Et la jeunesse qu'il voudrait mettre en place avec la jeunesse et les nouvelles recrues, notamment Bernardeschi, notamment Douglas Costa, et il a du mal à les incorporer et à trouver la bonne mayonnaise. Donc moi je trouve que la Juve. Oui, mais à un moment Loïc, donné, ce que je vois, je te Loïc, sur la Juve face à la Sampdoria, tu penses qu'ils vont être en difficulté Ouais, ou totalement. Totalement. Comme je rejoins totalement Walid sur le fait que j'ai aucun réel motif, aucune Ils ont en plus un match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions mercredi. Les individualités, par exemple. Oui, les individualités, mais voilà, sur ce que je vois, sur la dynamique, sur ce que je vois depuis le début de saison de la Juventus, moi, quand on parlait ça me rappelle un petit peu le débat qu'on avait eu sur l'Atlético. J'avais l'impression on parlait d'année de transition de fin de cycle. Après, le problème de l'Atlético, c'est ils ont l'interdiction de recrutement. J'ai l'impression qu'à la Juventus, on est aussi un petit peu dans cette optique-là où le projet, les idéaux, la précédente phase du projet est en train de s'essouffler. On est en train de passer à une phase suivante. Donc voilà, j'ai un petit peu l'impression d'ailleurs c'est la bonne année pour Naples. Mais voilà, et puis pour parler de la Sampdoria, je suis ravi de les voir à ce niveau. C'est un club que j'adore en Italie. Et toi, t'adores tout le monde. Ouais, j'adore tout le monde. Non, vraiment, la Sampdoria, pour le coup, c'est mon petit cœur en Italie. Mais non, je suis ravi de les voir à ce niveau-là. Et c'est une équipe qui a su négocier certains de ses gros matchs cette saison. Le Milan AC, le match face au Genoa, qui reste le derby. Certes, voilà, si le Genoa n'est pas un top club de première toujours un match spécial. Serie A, ça reste le match à gagner pour la Sampdoria en Italie, pour les supporters, quoi qu'il arrive. Je sais pas si on peut parler du match de la Fiorentina, vu la saison que fait la Fiorentina cette année. J'aime toujours considérer la Fiorentina comme un gros club italien. Voilà, c'est une équipe qui sait se montrer intéressante dans les matchs importants. C'est un match important contre la Juventus. Non, mais en plus, ils vont mettre l'intensité. Ils vont les gêner. La Sampdoria, Romain, ça fait partie des équipes et des stades où c'est toujours compliqué d'aller s'imposer. C'est un peu comme Stoke City en Première Ligue. Il y a des stades comme ça où, dans l'histoire, même la Juventus, même sous la période de Pogba, Allegri, ils avaient gagné 2-1, mais très très difficilement. Ils mettent une intensité énorme dans les 20 premières minutes. Et il faut, pour la Juve, il va falloir que le temps fort de la Sampdoria, ils le gèrent. S'ils prennent pas de but dans les 20-25 premières minutes, ça peut dérouler comme le dit Flavien. Attention, moi j'ai pas dit que ça allait dérouler. Mais je pense que c'est le match parfait pour lancer leur saison, pour véritablement lancer leur saison. Pour que les tauliers de la Juve prennent leurs responsabilités. En fait, c'est le match où ils ne peuvent pas se cacher. Et après, peut-être que je surestime les joueurs de la Juve, mais je les sens capables vraiment de relever. On verra ça, donc ça sera dimanche à 15h ce match entre la Samp et la Juve, où dans ce match Fabio Quagliarella jouera encore une fois contre un de ses anciens clubs, puisque Fabio Quagliarella a joué partout en Italie. On en parlera lundi, forcément, je serai là pour débriefer tout ça avec vous. Je vais vous remercier pour cette émission. C'est déjà fini, ça fait 1 heure, ça passe vite. Ouais, ça passe trop vite. Passe super vite, t'as vu ? Dégoûté. Je vais remercier Anthony Comolio à la rédaction en chef de cette émission. Merci à Marwan Chercho et à Iman Archan pour leur travail fondamental pour préparer cette émission. Merci à Vincent Fournier à la technique. Merci à vous, mes amis, pour cette émission. Le conseil de classe pour Flavien, c'est quand c'est demain matin pour savoir si on le garde ou pas. Je pense que c'est passable. C'est passable. On demandera à le revoir pour faire une véritable. C'est comme on doit lui laisser du temps. C'est notre Julien Sablé. Quant à vous, les socios, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Commentez, likez, partagez nos publications. Nous, on est là tous les soirs, 6 soirs sur 7, pour vous parler ballon rond, pour vous parler foot européen, grand championnat, etc., etc. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pendant 1h30 pour une grande émission. Après un Atlético Madrid-Real Madrid qui va avoir. Atlético, Real, on a parlé du week-end en Italie. Un magnifique Tottenham-Arsenal aussi demain. Arsenal-Tottenham, excuse-moi. Comme tu m'as repris toute la sur Middlesbrough. Je t'en glisse une. Et il y aura sûrement un petit mot du PSG Nantes aussi à 17h. Donc un gros programme. Franchement, je pense qu'il y a 2 heures d'émission à faire là. Soyez avec nous demain soir sur la chaîne du Club des 5 et on sera là pour vous débriefer tout ce week-end européen. Passez une bonne soirée et à demain. Ciao tout le monde. Ciao.